On est back. Hey. Ça va? Oui. C'était une bonne première partie. C'était vraiment nice. Je suis vraiment contente qu'on ait Olga avec nous. Ça amène toute une autre dimension. Carrément, vraiment intéressant. Et là, on a encore du monde pour cette deuxième partie. Comme d'habitude, un invité ou une invitée, là en l'occurrence. On est avec Audrey, que vous connaissez peut-être sous le nom de Vanité Parisienne sur Instagram, qui est pas mal suivie et qui est photo-reporter. Comment ça va, Audrey? Ben, ça va très bien. Merci beaucoup. Et vous, comment ça va? Ça va bien. Ah bah nous, ça va bien. Moi, j'ai une joke à chaque fois, c'est quand est-ce qu'on sort de l'hiver en Nouvelle-Écosse. Et aujourd'hui, on a un début de sortie d'hiver. Mon Dieu, l'hiver dure tellement de temps. Est-ce qu'il fait beau? Là, toi, tu es où? Tu es à Paris? À Paris. Alors, beau, non, il fait nuit, en tout cas, ça c'est sûr. Désolé. Mais il fait beau. Et du coup, pour te présenter, toi, tu es justement photoreporter, tu es photographe freelance. Oui. Et tu couvres pas mal d'événements, notamment de l'actualité sociale, que ce soit au niveau des manifestations ou des réfugiés qui sont en France et à Paris. Et tu nous as dit aussi que tu avais des liens avec le Liban. Oui, complètement. En fait, j'ai commencé à couvrir tous les mouvements sociaux en France. Il y a plusieurs années de ça, en 2006, notamment pendant la loi CPE. Qui avait donc engendré des énormes mouvements déjà à la base étudiants, et après ça s'était généralisé, les travailleurs avaient donc rejoint, et donc il y avait eu un énorme mouvement social étudiant à la base, et donc j'avais commencé à couvrir donc ces manifs-là, d'abord en tant que militante, et ensuite en prenant mon petit boîtier et à documenter tout ce qui s'était passé pendant cette période. Et à la suite de ça, j'ai atterri un jour au Liban, par accident, on va dire. C'est vrai? Et non. Alors, par accident, non, on m'a pas droppé dans l'avion, j'ai fait salut. Non, en fait, j'allais voir des amis comme ça, on m'a dit, ouais, vas-y, rejoins-nous à Beyrouth, il faut OK. Et je suis tombée amoureuse du Liban. Voilà, et c'est la première fois que je me suis sentie à la maison, alors que c'est un pays que je ne connaissais absolument pas. Enfin, je veux dire, 20 ans en arrière, vous m'auriez dit un jour, tu vas tomber amoureux du Liban, j'aurais fait, ah, la blague. Surtout qu'à ce moment-là, je vivais au Mexique, donc vraiment à l'opposé. Ah ouais. Ouais, donc rien à voir. Et du coup, j'ai décidé de poser un peu mes valises là. Après, pour des raisons familiales, donc je faisais pas mal d'allers-retours entre la France et le Liban. Nice. Et donc voilà, donc j'ai décidé de continuer, de m'y installer définitivement d'ici fin 2023. Wow. Voilà. Waouh. Ouais. Et est-ce que, alors, on peut peut-être commencer du coup par cette porte-là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au Liban? Yeah. Oh là. Alors, le Liban, en fait, c'est pour raconter une petite anecdote qui va raconter un peu tout ce qui se passe dans le Liban. La première fois que je suis arrivée là-bas, mon proprio, parce que j'avais loué un appart tout simplement, m'a dit, c'est un proverbe qui est assez compliqué à traduire en français, mais grosso merdo, ça donne tous les conflits qui sont engendrés autour du Liban, en fait, infante au Liban. Donc toute la merde arrive au Liban à un moment donné. Donc c'est un tout petit pays qui fait la taille de la Gironde. Ok. Donc, c'est vraiment minuscule, hein, du nord au sud, on met à peu près 2h30 grand maximum à faire la route. Ça fait la moitié de la Nouvelle-Écosse. Ouais. C'est à peu près ça. Là où c'est la fin de l'hiver, au Liban, il n'y a pas d'hiver, faut le savoir. Et pas ceux qu'on connaît en tout cas. Et en gros, je vous ai reperdu, je sais pas si c'est normal. Est-ce que tu nous entends? Attends. Allô? Ouais, est-ce que tu nous entends? Je ne vous entends plus. Est-ce que tu nous entends maintenant? Attends, je fais juste un test. Et là, est-ce que tu nous entends? Ouais, là, ouais, mais attends, je te rebranche. Ça va là? Ouais, là c'est bon, moi je vous entends. Cool. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, ouais. Parfait. Et donc c'est quand même un pays qui est coincé entre Israël et la Syrie, Ouais. avec aussi en plus des factions politiques et religieuses qui sont assez compliquées à cohabiter, à s'imbriquer entre elles. Ouais. Cohabiter non, parce que c'est un pays où il y a le plus de minorités religieuses.
Et historiquement, ils se sont toujours entendus, très très bien entendus. C'est un pays qui a toujours très bien vécu, peu importe la confession, puisqu'en fait c'est culturel. Ouais. Jusqu'au moment où la France a décidé de s'en mêler, sinon c'est pas drôle, entre autres. Et en leur donnant leur indépendance, on donc dit écoutez, on va faire un gouvernement qui va être basé donc sur les confessions religieuses. Et là, ça a commencé avec le début de la fin, en gros. Okay. Wow. Donc voilà. Et c'est un pays qui a vécu, donc comme on le sait, de nombreuses guerres, une guerre civile très très longue. Qui a littéralement détruit le Liban, qui était à l'époque considéré comme la Suisse du Moyen-Orient, donc un pays extrêmement riche, qui en l'espace de 15 ans s'est retrouvé quasiment rasé. Wow. Et ensuite, s'est succédé des présidents et des ministres qui ne voulaient qu'une chose, au final, c'était du profit, du détournement d'argent, de la corruption. Et donc, la situation actuelle du Liban, si vous voulez, c'est simplement une continuité de ce qui se passe depuis à peu près 20 ans, mais qui a été accélérée par une crise économique qui a commencé en 2019. Et en plus, après, il y a eu la crise Covid, il y a eu l'explosion du 4 août en 2020, les fameux stylos. Et donc, avant en 2019, il y avait déjà eu un soulèvement populaire. Donc en fait, ce soulèvement populaire, à la base, c'était sur une taxation de la messagerie WhatsApp, qui est à la base gratuite. Oh wow. WhatsApp, c'est gratuit pour tout le monde. Bah oui. Tant que t'as Internet, c'est bon, t'as WhatsApp. Et il faut savoir là-bas que les télécoms, c'est extrêmement cher. Donc c'était vraiment le seul moyen de communication gratuit pour les Libanais entre eux, et pour aussi appeler leur famille, parce qu'il y a une énorme diaspora à l'étranger. Et à partir du moment où le gouvernement veut taxer ça, en fait, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Et donc toute la jeunesse est soulevée, et aussi pour dénoncer la corruption de leur gouvernement. Et quelque chose qui est assez notable et qu'on voit, maintenant on le voit actuellement en France, mais c'est que c'est vraiment tout le Liban qui s'est soulevé. Donc peu importe la catégorie sociale, la catégorie socio-économique, religieuse, tout le Liban s'est soulevé contre le gouvernement en place, en fait. Voilà. Et après, en 2020, ça a été aussi la même chose, parce que clairement, on s'est rendu compte que les tonnes de nitrate qui avaient été... je ne sais pas si vous savez à peu près d'où vient l'explosion en fait du 4 août. De ce que j'avais lu et vu, il y avait un stockage qui datait d'un petit temps en fait dans un entrepôt dans le port de Beyrouth, et qui avait jamais été plutôt surveillé, où il y avait eu peu de mesures de sécurité par rapport à ça. Moi, c'est un petit peu ce que j'avais lu, mais j'ai pas lu l'enquête exacte. Alors, en fait, pour l'instant, l'enquête, elle est toujours en cours. Il y a eu un juge qui a été nommé, le juge Bittard, pour mener cette enquête, ce qui a énormément d'entraves, parce que, évidemment, il y a des hommes politiques, des factions religieuses qui sont, notamment le Hezbollah, qui sont responsables de ce stockage de nitrate d'ammonium. Voilà, et sachant que les douanes, et ça on le sait maintenant, sont gérées par le Hezbollah. Donc eux savaient ce que contenaient ces conteneurs, mais n'ont jamais rien dit, n'ont jamais rien fait, et il s'avère que juste à côté, il y avait un entrepôt de feux d'artifice. Ah ben oui, ok. Voilà. Ok, bon. Voilà. Ok. Donc l'entrepôt a pris feu, et juste à côté, l'étincelle a mis le feu au nitrate d'ammonium, et ça a donc créé cette explosion qui a détruit à peu près la moitié de Beyrouth. C'est intéressant ce que tu décris. Je vais revenir sur le Hezbollah juste après, mais juste pour faire un petit parallèle, pour ceux qui ne le savent pas, mais Halifax, là d'où on émet, c'est la ville qui a subi l'explosion d'origine humaine et non nucléaire, la plus grosse au monde de toute l'histoire. Donc, c'était plus gros que l'explosion qu'il y a eu dans le port de Beyrouth. C'est l'équivalent de l'explosion qu'a connu le port de Beyrouth. Et à l'époque, on est à la fin de la Première Guerre mondiale. Et en gros, il y a un navire de munitions français, le Mont Blanc, qui rentre en collision avec un autre navire, un navire norvégien, si je ne dis pas de bêtises, et qui fait l'explosion. Et c'est, en tout cas ici à Halifax, ça a été vécu comme un drame avec énormément de morts. Vu les choses qui en restent là 100 ans plus tard, on peut imaginer le traumatisme qui va rester dans la société libanaise
de cette explosion. Yeah. Du coup, la question que j'ai, c'était le Hezbollah. Si tu devais décrire un petit peu ce qu'est le Hezbollah pour les gens qui ne connaissent pas. Alors, le Hezbollah, c'est à la base une faction religieuse alliée à l'Iran, puisque c'est l'Iran qui finance le Hezbollah, qui est né pendant la guerre civile. À savoir que eux sont pro-palestiniens. Et pendant la guerre civile, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu un drame qui s'appelle le drame de Sabra et Shatila, où qui sont des camps réfugiés palestiniens. Et les habitants ont été massacrés en l'espace d'une journée. Wow. Voilà. Et donc le Hezbollah avait déjà un peu de comment est-ce que j'arrive pas à trouver le mot, de pouvoir religieux. Et après ce drame, et ensuite le fait qu'ils aient réussi à faire sortir Israël du Liban, ils ont pris encore plus d'importance. Et donc à la base c'était vraiment ce qu'on appelle une faction religieuse, avec plein de guillemets, et ils ont commencé à prendre aussi le pouvoir après politique. Donc il y a des ministres, notamment dans le ministère des Finances, qui sont tenus par le Hezbollah. Voilà. Après, elle a été reconnue comme organisation terroriste il y a 2-3 ans, si je me souviens bien. Quelque chose comme ça. Et alors après, ça va être un point de vue plutôt personnel, mais pour l'avoir vu de mes propres yeux et vécu, je peux le confirmer. C'est vraiment une organisation terroriste. Voilà. Voilà. J'ai eu malheureusement affaire à eux et c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Et on n'est pas non plus dans la charia, dans l'application de leur religion, mais de la religion, pardon. Mais c'est vraiment, ils promettent monts et merveilles à des familles qui sont extrêmement pauvres, qui vivent dans une précarité extrême, avec notamment des sortes de rentes, de pensions, on va dire, qui s'élèvent à peu près $40, ce qui n'est rien du tout. Et en échange, les hommes doivent aller combattre au front. Voilà. Et alors là, je sais pas si si, il y a un documentaire qui est extraordinaire qui est sorti sur Arte, justement à ce sujet-là, et donc qui montre vraiment la terreur du Hezbollah. Donc du coup, pour voir aussi, c'est que pour expliquer un petit peu de manière un peu générale, il y a deux grands courants dans l'islam, les chiites et les sunnites, et les chiites sont assez minoritaires dans l'islam mondial, mais en gros ils sont majoritaires en Iran, et du coup le Hezbollah est une des branches armées et organisationnelles du coup des chiites au Liban, c'est ça? Oui, complètement. C'est exactement ça. Je voulais juste vérifier ça. On peut revenir. Et donc la situation est compliquée pour les habitants qui veulent juste vivre bien au Liban, et ça mène notamment à une crise économique parce que énormément d'États mettent aussi la pression sur le Liban, et on se souvient d'Emmanuel Macron qui se présente en sauveur. Là-bas en débarquant. Et ça, c'est comme il fait un petit peu d'habitude, comme il a tenté de le faire en Chine aujourd'hui aussi. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça se passe pas très bien. Nous, on a pas mal de connaissances libanaises, de personnes qui sont du coup dans la diaspora libanaise, justement comme tu l'as décrivé, qui sont notamment ici en Nouvelle-Écosse. Ouais, il y a quand même une grosse communauté libanaise ici. Et c'est vrai que les liens sont vraiment tissés avec le pays. Beaucoup de gens ont encore beaucoup de familles au Liban. Et de toute façon, on va pas se mentir, tous les endroits de la meilleure bouffe. Sorry, mais moi, je suis fan, je suis vraiment team Liban sur ça. Et je pense que les gens de la coloc seront assez d'accord. D'ailleurs, alimentation végétalienne vraiment nice. Donc, c'est plutôt cool. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce qui se passe en France, Audrey ? Bien sûr, avec grand plaisir, puisque rien qu'hier, j'étais dans le chaos, comme tu l'as dit tout à l'heure. Photoreporter du chaos, j'ai beaucoup aimé, j'ai fait ok, d'accord. mais c'est ça, c'est quand la micro... comment on peut appeler ça ? On va pas dire reporter de guerre, parce qu'on n'en est pas là, tu vois, en France, quand on doit comparer à d'autres endroits. Mais il y a quand même... il se passe des choses. Toi, dans les discussions qu'on a eues avant pour préparer cette émission, tu disais, il y a notamment une chose que tu documentes en tant que photographe, c'est je veux être au plus proche de là où il se passe des choses qui peuvent peut-être mal tourner, parce qu'il faut aussi documenter ça.
Et comment tu présentes cet aspect-là de ton travail et pourquoi c'est à cet endroit-là qu'il faut être? Alors, je pense pas que ce soit à cet endroit-là qu'il faille être. En fait, c'est un parti pris aussi. Parce que dans une manif, il y a énormément de choses à documenter. On peut très bien aller pour documenter la jeunesse dans les manifestations. Surtout qu'en plus, maintenant, on a des lycéens qui viennent. Donc, c'est des populations qui sont de plus en plus jeunes. Donc, c'est aussi très intéressant d'avoir leur point de vue à eux et de documenter comment eux vivent cet instant-là. Aussi bien même, c'est tout bête, hein, mais des retraités qui viennent manifester pour les retraites de leurs cadets, par exemple. Donc c'est pas, il faut pas forcément être là. Encore une fois, c'est un parti pris. La chose, c'est que depuis, moi je pense que c'est vraiment depuis la crise Covid. Les Gilets jaunes, ça avait été un mouvement qui avait été assez violent, qui avait été réprimé très fortement. On avait eu un préfet que tout le monde porte dans son cœur, hein, j'imagine. L'Allemand. Voilà, exactement, Monsieur l'Allemand, Berck. Et donc qui avait fait monter d'un cran la violence policière avec ce sentiment d'impunité dont ils peuvent faire preuve à chaque fois qu'ils sont sur mais que ça soit sur une action de manifestation ou même sur des camps, on y reviendra après où ils se sentent réellement intouchables. Et donc on a changé de préfet. On a eu Monsieur Nunes, qui avait à la base une approche plus, comment dirais-je, un peu plus diplomate, on va dire, mais avec plein de guillemets encore une fois, où effectivement c'était pas une charge systématique, il y avait une intervention qui était plus rapide, mais elle n'était pas forcément directement en confrontation. Ok. Et là, depuis quelque temps, en fait, c'est monté d'un cran. Mais vraiment en l'espace de 2-3 jours. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu par rapport à toutes les fois où j'ai pu documenter justement des violences policières littéralement gratuites. Il peut y avoir des accidents, mais souvent, là, ça devient vraiment de plus en plus gratuit. Où on voit des personnes, je pense que c'est passé en boucle, notamment après le passage donc, de cette réforme des retraites avec le 49.3, où il y a eu des arrestations en masse. Des interpellations en masse, des violences gratuites où des gens ne faisaient rien littéralement. Ils rentraient, ils allaient ou dans un resto, ils rentraient de leur salle de danse et bim. Donc après, est-ce que c'est vraiment l'endroit où il faut être? Ça dépend ce qu'on veut documenter sur une manifestation. Allô? Oui. Oh, je vous ai reperdu, je sais pas si vous m'entendez. Ouais. Et bon, là, tu nous entends? Oui, là, je vous entends. Okay. Et ouais, donc moi, j'ai décidé d'être là parce que les pancartes, moi, je suis désolée, ça me branche pas. J'en fais de temps en temps quand elles sont marrantes. Non, mais après, chacun, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ça. Moi, c'est pas mon angle d'attaque. Voilà, c'est pas. Toi, tu préfères immortaliser les pancartes des autres? Non, mais même les immortaliser, ça ne m'intéresse pas, en fait, sauf si ça s'y prête. S'il y a, là, j'en ai fait quelques-unes hier, mais parce que ça s'y prêtait, en fait. Toi, c'est plus sur l'action humaine que tu préfères. Voilà. Après, encore une fois, c'est un parti pris, c'est mon angle d'attaque. Il n'y a pas de jugement ou quoi que ce soit. Il y en a qui le font très très bien. Attention. Moi, c'est pas mon truc. Voilà. Ah oui, quand tu disais les pancartes, tu disais pas toi faire des pancartes, mais tu parlais de photographier. Prendre des photos des pancartes. Prendre des photos des pancartes. Oui, voilà. Okay. Non, je peux pas tout faire. Je peux pas tenir un appareil, une pancarte. Non. C'est plutôt compliqué. Et surtout faire gaffe à pas mourir. Oui, en plus. Et donc voilà. Après donc chacun son truc. Maintenant, on peut très bien prendre une pancarte, très jolie pancarte, dans un contexte particulier pour un sujet particulier. Ça, encore une fois, chacun son truc. Pour en revenir aux violences policières en manifestation, encore une fois, j'en ai fait des manifs, j'arrive même plus à les compter à la fin, mais là, en fait, on arrive, c'est une vague de violence en fait qui arrive, et il y a plus de discernement. Presse, pas presse, manifestant, mais pas manifestant, bloc, pas bloc, casseur, pas casseur, c'est la même pour tout le monde. Waouh. Littéralement, il y a plus de... s'il y en a déjà eu en même temps, je veux dire,
y a quand même des modes d'emploi sur les armes de répression qui sont utilisées. Alors là, je pense qu'ils ne savent pas les lire, ou ils ont même pas ouvert le document, le livret. On l'a vu il y a pas longtemps à Sainte-Soline, où j'ai beaucoup de camarades et de collègues qui sont revenus choqués, mais en état de choc au sens propre du terme, de la violence qu'ils avaient pu subir, mais aussi bien physique que mentale et morale. Enfin, je sais pas si vous imaginez des détonations toutes les 2 secondes. Oui. Non, je veux dire, l'oreille est quand même un des moteurs de l'équilibre. Si on n'a plus le sens de l'ouïe, on est très vite déséquilibré et même on perd quasiment tous ses sens au final. Et cette violence prend vraiment un tournant qui est, c'est même plus du aléatoire en fait, on fonce dans le tas et basta. Est-ce que selon toi, il y a eu l'escalade que tu décrivais, c'était une escalade qui suivait un moment politique, c'est-à-dire en gros. Comme si le passage par le 49.3, c'est-à-dire en gros le déni de démocratie, alors que le peuple tient bon en disant non, c'était accompagné du coup d'une comment on peut dire ça, d'une répression policière, comme s'il y avait une envie de mater le mouvement. Ah oui, il y a une volonté d'éteindre la contestation populaire, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, du coup, moi je suis... Parce que, il y a plus de 90% des gens qui travaillent qui sont contre. Il y a encore plus de 70% des gens, en général, dans la population générale, qui sont contre cette réforme. Et là, il y a plein de gens qui commencent à nous dire... qui commencent à dire en général, moi j'ai peur d'aller manifester maintenant. Tu penses que c'est délibéré ? Bien sûr. Ah oui, ça l'est complètement. En fait, ça a pris une telle ampleur... on a quand même un gouvernement qui l'a dit ouvertement, qui ne changera pas d'opinion, qui ne dérogera pas à leurs décisions. Et quoi qu'il arrive, on peut être 66 millions de personnes dehors, ils n'en dérogeront pas. Donc quand vous avez cette contestation, cette espèce de colère qui s'embrasse, parce que là, littéralement, depuis ce dernier 49.3, ils les enchaînent. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un moment, on se dit c'est le 1er avril, non, même le 2 avril, c'est pareil. C'était pas un mauvais cauchemar, c'est la même blague. Donc, et donc, il y a cette colère. En plus, alors après, encore une fois, c'est que mon avis, moi, maintenant, j'ai l'impression, on descend plus que contre la réforme des retraites. Là, on descend même contre le gouvernement, en fait. Contre déjà pendant le Covid, on a eu des lois plus que liberticides, avec des moyens de confinement obligatoires. Bon, ça, on le savait. Mais même dans les rues où il y avait des débordements, même sur nos libertés de circulation, par exemple. Il y a eu beaucoup de faits comme des amendes à l'appel qui étaient complètement injustifiées, qui ont pourtant été données. Donc déjà, il y avait déjà un début de déni de démocratie, déjà de base, en coupant les droits fondamentaux auxquels on a droit, en fait. C'est un peu... Puis vu du Canada, comme on n'a pas le même montant de population, donc c'est sûr que c'est pas comparable à certains niveaux, mais je me souviens de voir les gendarmes qui vérifiaient les attestations de pourquoi est-ce que tu sors, et c'est genre parce que je vais acheter du PQ. C'est de voir ça, je trouvais ça tellement fou de voir le montant de contrôle qu'il y avait, où tu avais l'impression que c'était plus une question de on vérifie que tout le monde est va bien et sécuritaire, etc. C'était vraiment t'as même plus le droit de sortir pour aller t'acheter des bananes. Mais oui, je confirme, ça a été ressenti comme ça. En plus, il y a eu pas mal de décisions qui ont été prises de la part du gouvernement. Enfin, à chaque allocution, on disait mais quelle est la prochaine blague, tout en n'étant pas le 1er avril, faut le savoir. Et donc là, en fait, ça, c'est une espèce de mayonnaise qui est montée, et je pense qu'il y a toute cette colère qui a été. Quand on est sorti du Covid, tout le monde pouvait ressortir, aller boire des verres avec des copains, prendre un semblant de vie normale. Mais ça a quand même impacté et traumatisé la population, quoi qu'il arrive. En tout cas, une partie de la population. Et donc, tout ça, avec en plus donc, tous ces 49.3 qu'ils ont fait passer à l'appel, plus de 10, il me semble. Oui, c'est ça. C'est quand même hallucinant que quand on réécoute les discours de Macron à l'époque, mais non, mais nous, les 49.3, ça n'arrivera jamais.
Ouais. Bon, bah, apparemment, il a oublié ça aussi, comme beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a un vrai ras-le-bol général. Donc, quand vous avez cette contestation, ce peuple qui est en colère, parce que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, à un moment donné, tout est possible. Bah oui, qu'effectivement, à un moment, on s'est retrouvé à plusieurs milliers, voire millions de personnes dans la rue, pas que à Paris, hein, dans la France entière. Que vous avez des blocages, autant avant, c'était vraiment... Enfin, c'était assez gros sur Paris, mais maintenant, ça commence à péter comme des petits champignons un peu partout en province, où les mouvements sont vraiment, mais forts, en fait. Mais, et on ressent cette colère. Bah, qu'est-ce que vous faites, en fait? Bah, vous mettez un couvercle sur le feu. Hein. Donc, le couvercle, c'est de la répression. Est-ce que je me demandais au niveau de ton travail de photographe, aller à des événements comme ça, évidemment, tu sais qu'il y a des risques, il y a des mesures à prendre pour ta propre sécurité. Comment est-ce que tu décrirais ton processus de préparation alors, j'ai pas entendu la fin de la question parce que ça a recoupé. Pardon. Excuse-moi. Est-ce que tu m'entends maintenant? Ouais. Mais ça, comment est-ce que tu décrirais ton processus de préparation avant et pendant je dis un événement, mais une manif ou un équivalent? Alors, la question est très intéressante parce que je te cache pas que j'y pense pas des masses, en fait. Il y a plein de fois, il y avait même des collègues qui m'envoyaient des petits messages en disant attends, t'es passé sur telle chaîne, machin, c'est trop marrant, t'es la seule à pas avoir de casque, de masque, etc. Bon. La dernière fois, à l'avant, j'avais toujours au moins un masque, un FFP3, vous savez, les petits masques là qu'on met quand on va faire des travaux, quand on repeint son appart ou je sais pas quoi. Ouais. Et je venais avec ça parce que les lacrymos sont quand même très dangereux pour la santé, on le sait très bien. Et puis après, on se prend pas que des lacrymos, attention, hein, mais en tout cas, c'était le seul truc de protection que j'avais. Après, moi, j'ai des tips, mais c'est par exemple, je vais prendre que des choses en cuir pour deux raisons. La première, c'est que ça amortit. La deuxième, c'est que ça brûle pas. Ah, yeah. Et ouais. Donc, quand on se prend une désencerclante, en général, on le sent moins que si on a mis un jean ou si on a mis un petit collant tout fin ou un pantalon tout fin. Et toujours les chevilles couvertes. Donc, même s'il fait 40 degrés, je serai avec des bottes qui montent un petit peu haut et qui vont pas découvrir la cheville. Et la dernière fois, c'était donc il y avait eu un rassemblement qui avait été prévu à République, place de la République, dans le centre de Paris. Je pourrais plus dire lequel. Et en fait, on s'est pris des douches de lacrymo. Wow. Mais des douches, en fait, ça n'arrêtait pas. Et là, vraiment, j'ai commencé à suffoquer. C'est-à-dire que pendant 4 jours, j'avais encore moi, je sentais de la lacrymo dans ma gorge. Bon, après, c'est peut-être psychosomatique, mais et là, j'ai fait non. Donc, j'ai investi dans le vrai masque à gaz, pour une fois. Et dans une paire de lunettes pour protéger mes yeux. T'imagines que pour faire ton job, d'en arriver là, est-ce que tu trouves pas aussi un petit peu ça dramatique, tu vois, de devoir en arriver là? Si, en fait, c'est ce que j'allais vous dire, moi, c'est que ce genre de matériel, et encore même pas, les soulèvements de 2019, je les avais couverts au Liban. J'avais un masque à gaz, parce que c'était des gaz assez nocifs. Mais ça s'arrêtait là. Wow. Voilà. Après des équipements, quand je vais sur des zones un peu compliquées, j'ai déjà, des zones de guerre, il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Là oui, je vais prendre un pare-balles, etc. Mais on se demande si on vient pas avec un pare-balles maintenant en manif. Wow. Après, donc il y a vraiment relativiser, mais il y a vraiment un changement comment je peux dire, non seulement du fait qu'il y a de la violence gratuite en plus, mais donc des ustensiles, des différents produits ou peu importe qui vont être utilisés de la part des forces de l'ordre. Donc il y a vraiment non seulement une augmentation de la violence elle-même, mais des produits qui vont être utilisés. Oui, complètement. C'est après, encore, c'est un avis personnel, mais j'en ai discuté avec pas mal de consoeurs et de confrères. Et par exemple, les lacrymos, certaines fois, ils sont bien concentrés, ils sont bien dosés. C'est pas les mêmes qu'il y a 2 semaines, en fait. Et on le sent. Enfin, c'est c'est très dommage d'en arriver à là. Hein. C'est il y a pas un moment en manif où je suis arrivée avec en fait, j'ai toujours pas de casque, par exemple. Parce que ça me gêne. C'est même pour moi mon travail. En fait, ça va me gêner. Je vais pas avoir la même vision périphérique. Je vais pas faire attention forcément à tout, etc.
Donc j'essaie de venir le plus léger possible, sachant qu'en plus, quand on n'arrive pas assez en avance maintenant sur un point de rendez-vous de manif, en fait, il y a des contrôles systématiques. Et ouais. Et donc les forces de l'ordre peuvent nous dire, bah non, vous passez pas. Ça c'est pas. Enfin, vous n'avez pas à venir là. On peut vous interpeller pour des lunettes de piscine. J'avais passé des histoires comme ça, mais c'est incroyable quand même. Et... Oui, parce que pour eux, c'est en vue de dégradation, de machin, de trucs. Enfin. Et du coup, question, c'est que toi, tu viens aussi avec ton matos photo. Et est-ce que ça a déjà été un prétexte pour qu'on t'empêche de rentrer dans une manif ou que... Non. Non. Okay. Donc il y a quand même encore ce respect-là de la fonction de reporter, si on peut dire ça. Avant, oui. Enfin, avant la manif, je veux dire, une fois dedans, il y a plus de respect de la fonction. Hein. Donc, il y a même plus de fonction tout court, comme ça c'est fait. Il y a ni respect ni fonction. Wow. Ouais, on l'a vu entre les gens qui se baladaient juste à vélo, qui allaient boire un verre, les gens qui étaient dans un bar LGBT, qui se faisaient arrêter. Et tout. Non, mais c'est ça. Donc que tu sois journaliste ou pas, t'as beau présenter ta carte, c'est limite si ça fait à quoi ça ressemble déjà, donc comme ça c'est fait. Ouais. Donc pour la blague, moi j'ai une carte de presse libanaise. Et du coup, elle est écrite en arabe et en anglais. Oh, toi, tu cherches la merde. Ouais, ils sont OK. Vas-y, c'est bon, passe. Ils sont un peu décontenancés en général, mais j'ai pas besoin de la sortir tout le temps, donc tout va bien, quoi. Mais je pense que c'est le petit drapeau qui leur fait peur. Ça leur rappelle des trois pays sur la jambe là. Laissez-la passer, celle-là, on sait jamais. Mais non, le fait d'avoir du matériel photo, pour le coup, non. Le fait d'avoir après. Moi, je viens pas avec un sac à dos, par exemple. Je viens toujours avec le strict minimum, une petite banane avec ce dont j'ai besoin à l'intérieur. Et je viens jamais avec un sac à dos, par exemple. J'ai ma focale, ça peut être ou une fixe ou un zoom, et je me démerde avec ce que j'ai sur moi. Et oui, je prends juste une banane avec du sérum Fils, qu'il faut 2-3 pansements s'il y a besoin pour aider les médics. Et ça s'arrête là, en fait. Donc, si bien que même parfois, quand ils disent oui, ouvrez vos sacs quand il y a un cordon de sécurité. Donc, moi, je leur montre. Et en fait, ils vont pas fouiller. Je leur dis, mais si, regardez et tout. Et après, tu caches un peu ton matos, tu vois. Si tu veux pas trop te faire emmerder, tu fais un peu attention, quoi. Ouais. C'est incroyable dans un pays qu'on peut décrire comme étant une démocratie, un pays libre comme la France, d'en venir à devoir avoir ces petites, ces logiques-là où tu as l'air d'être toi-même en fait en contrebande alors que tu es juste là pour couvrir un truc. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Je me demandais sur un autre sujet. Donc, tu travailles avec, si je ne me trompe pas, les migrants. Oui, en fait, la crise des exilés, c'est un sujet que je travaille depuis 2018. Okay. Et donc, j'avais commencé au Liban, d'ailleurs. Et non, même 2016. Je vous dis n'importe quoi, c'était même avant ça, 2016. Et donc, je travaille énormément là-dessus. Parce que le Liban, c'est aussi un pays qui accueille, par rapport à sa superficie, plus de la moitié de sa population en termes de réfugiés. Wow. Donc, palestiniens, syriens notamment. Ok. Voilà. Et donc, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée, déjà de par mes parents, tout simplement. Maman a beaucoup travaillé dans l'humanitaire. Donc on a toujours été sensibilisés à ça. Okay. Et c'est une question qui a pas forcément été très souvent soulevée. On a eu la jungle de Calais, au moment de son démantèlement, etc., qui a été beaucoup documentée et beaucoup, on l'a vu pas mal tourner sur les médias. Et après, tout ce qui est petit camp, etc., en fait, on le voit quand même très rarement. Je vais faire un point de contexte le parcours d'un exilé est très très complexe et ça c'est pareil, on n'entend pas forcément parler. Et même tout ce qui gravite autour d'un exilé, donc ça va être son parcours d'exil, ça va être son arrivée dans tel ou tel pays, les nouveaux process. Là, il se trouve que l'Angleterre est un pays d'attraction énorme pour les réfugiés et les immigrants, en fait, ceux qui veulent bouger. Et en gros, il y a une concentration qui se fait autour du tunnel sous la Manche, en gros, qui est dans le nord de la France, au niveau de Sangatte. Et il y avait notamment un
un endroit spécifique où les gens avaient plus de chances de pouvoir traverser, que ce soit par canot ou que ce soit en utilisant le tunnel, en montant sur des camions. Ouais. Et en gros, ça faisait qu'il y avait un énorme lieu de transit et d'installation de réfugiés à cet endroit-là, qu'on appelait la jungle, alors qui n'était pas vraiment, à mon avis, le bon terme, qui était pas loin de chez moi. Et toi, justement, tu y étais ? Alors moi, on m'a demandé, je revenais du Yémen, et on m'a demandé d'aller couvrir la chose. Okay. Et je l'ai pas pu faire. Ah ouais. Je l'ai pas fait. Je suis restée 3 jours. Ouais, j'ai dit je suis désolée, envoyer quelqu'un, je peux pas. Waouh. Parce que c'était trop à gérer. C'était en plus à l'époque, on m'avait envoyé là-bas en me disant voilà, t'as quand même une connaissance du sujet parce que tu le fais aussi à l'étranger et notamment donc dans les pays du Moyen-Orient. Et je leur ai dit mais là en fait c'est mon pays. C'est inacceptable en fait. C'était pas. Il y a pas la distance émotionnelle et personnelle. Et donc j'ai pas pu le couvrir. Voilà. Wow. Ok. Et ça a été un drame. Et c'est toujours un drame. Là, on voit notamment la mairie de Calais qui installe des rochers pour empêcher les gens de s'installer. Donc voilà, il y a vraiment ça. Et là, actuellement, on a vu que tu documentais pas mal de réfugiés au niveau de Paris. Comment ça se passe à Paris, l'accueil justement des réfugiés? Comment tu peux décrire un peu ce qui est mis en place et pourquoi les gens sont là? Pourquoi ils viennent et pourquoi ils restent là à Paris aussi? Alors l'accueil, dans quel sens? Qui accueille, c'est-à-dire parce que l'accueil, venant de l'État, il n'y en a pas. Alors c'est un peu complexe oui et non, dans le sens où la plupart en fait vont avoir fait une traversée quasiment de toute l'Europe et en fait les trains arrivent directement où? À Paris. Ok. Voilà, c'est tout bête mais la plupart, en tout cas. Si vous voulez, moi je travaille avec une association qui s'appelle Tendre la main, qui s'occupe exclusivement, enfin pas que, mais principalement donc des Afghans. Okay. Et en fait, c'est notamment depuis la reprise de Kaboul par les talibans, il y a eu forcément une vague de réfugiés et donc la plupart sont passés donc par la Turquie et sont remontés dans l'Europe, par l'Europe de l'Est, en remontant par l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, etc. Et ils ont déjà de la famille, en fait, qui sont ou des cousins ou des amis avec qui ils ont déjà fait une partie de l'Europe ensemble, qui vont venir rejoindre. Donc, il y a déjà une communauté qui est installée. Et donc, il y a un point de rendez-vous dans Paris, c'est le nord de Paris. Voilà. C'est une sorte de repère, en fait. C'est un peu comme nous, quand on voit voyager un peu à droite à gauche, on va à New York, on dit, là, on va à Grand Central. Parce que c'est le point où on se retrouve à la Statue de la Liberté, voilà, c'est un point de rendez-vous, en fait. Ce que tu décris, en fait, c'est que l'État ne met pas en place les solutions pour accueillir les gens dignement et que ça dépend des associations, c'est ça? Oui. Après, il y a des process qui sont mis en place par l'État, par l'OFI, avec d'abord une première, si j'ose dire, introduction, présentation. Vous allez dans ce bureau-là. À savoir aussi maintenant, c'est que avant, on pouvait se présenter les réfugiés, les exilés pouvaient se présenter directement au bureau de l'OFI. Maintenant, c'est des rendez-vous qui sont dématérialisés. Oh, c'est super pratique, ça! Oh, wow! Voilà. Donc, vous arrivez dans un pays où vous ne maîtrisez pas forcément la langue, sachant que le français, c'est quand même une langue des plus compliquées au monde à apprendre. Et on vous dit, en fait, du coup, il faut que tu aies au moins un smartphone pour pouvoir faire les démarches administratives, prendre ton rendez-vous, et là, à l'occasion, tu pourras venir. Et que après, donc, il y a cette fameuse loi Dublin, où si en rentrant dans un pays où ils ont déjà posé leur empreinte, en fait, ils dépendent du pays où ils ont posé leur empreinte. Ok, ouais. Voilà. Donc, on va parler du bliné, je vous dis n'importe quoi, Autriche, Allemagne, Bulgarie, parce que voilà, ils ont déjà posé leur empreinte là. Donc là, c'est encore un autre processus qui est beaucoup plus long. Il faut que le truc soit levé. Ça prend au moins 6 mois minimum. Enfin, bref. Et eux, en fait, le découvrent, souvent en tout cas, moi, quand je vois à Paris, ils le découvrent à ce moment-là. Donc, on leur remet un petit dossier. Bon, vous êtes dubliné, machin. Ils sont considérés ce qu'on appelle, nous, en fuite. Wow. Voilà, donc c'est tout après un processus légal, un processus via des avocats, via des juristes, pour faire sauter ça en fonction de leur situation, leur état de santé déjà,
Et après, c'est pareil, il faut raconter son parcours d'exil qui est très souvent traumatisant. Ben oui. Le raconter 25 fois sans faire une seule erreur parce que sinon ils considèrent qu'il y a eu un mensonge et que c'est un récit qui a été acheté à des passeurs. Alors qu'en fait, il s'agit de la stricte vérité, par exemple. On parlait du processus déshumanisant au maximum de ce qui se passe. Déshumanisant, épuisant, surtout parce que il y a énormément de structures en fonction des situations personnelles et juridiques. Ça va être encore d'autres structures. Et disons que les structures mises en place par l'État, les personnes qui travaillent dedans sont pas hyper aptes à les orienter et à les accompagner réellement en fait. Ouais. Donc au final, beaucoup d'associations ont pris les responsabilités de l'État en charge, tout simplement. Et jouent leur rôle, en fait, en faisant des accompagnements du début à la fin de ces personnes. Donc, ça peut être des mineurs, ça peut être des familles, ça peut être des hommes isolés, peu importe l'origine, subsaharienne, orientale, ce qu'on veut. Et c'est eux qui vont se dépatouiller avec les administrations pour essayer de régler leur statut, etc., etc. Wow. Voilà. Et donc, souvent, se créent ce qu'on appelle des lieux de vie informels, qu'on appelle des camps au final. Il y en a, j'en avais fait beaucoup, notamment à la Villette, qui est au nord de Paris, en proche banlieue, à côté de Pantin et Paris. Je veux dire, vous avez une limite imaginaire, mais littéralement imaginaire. Vous faites un pas, vous êtes à Pantin, vous faites un autre pas. En fait, je raconte ça parce que c'est une petite anecdote que je me permets de raconter. Donc, j'étais avec Camille, donc qui est la présidente de l'association Tendre la main. Et donc on s'occupait de ce camp qui venait de se former. Ça faisait un petit moment. Et c'était peut-être une petite centaine à ce moment-là. Et elle me dit voilà, la presse va venir, machin. Ça serait bien que tu viennes aussi, comme ça on pourrait parler toutes les deux, blablabla. Je dis ok, d'accord. Et puis je vois au loin 2-3 policiers. Ok. Bon. Écoute, bouge pas. Bizarrement, je la sens pas du tout. Je vais faire un petit tour, machin. Et je fais, écoute, moi, il y a pas de camion, il y a pas de grosses unités, donc ça va aller. Et il était à peu près, minuit et demi, un truc comme ça. Je lui dis, écoute, moi, je vais y aller. Elle me dit, t'inquiète, vas-y. Je dis, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Elle me dit, ok. La presse s'en va. Elle me rappelle 5 minutes après en me disant, reviens. On a 25 œufs devant nous. Voilà. Donc là, ça a recoupé, c'est peut-être même l'iPhone qui a fait stop, j'arrête, c'est trop. Et donc, un escadron de 25 keufs qui arrivent, qui évidemment disent non, mais ils ont rien à faire là, alors qu'il n'y a pas d'arrêté, il n'y a pas d'interdiction d'installation ou quoi, sachant qu'on est dans l'espace public, c'est pas un espace privé. Exact. Et donc, ils mettent les lumières dans la figure, machin, ils commencent à menacer Camille, parce qu'en plus, Camille est musulmane et voilée. Donc c'est pareil, ça passe pas non plus c'est gratuit là, ça. Voilà. Donc là ils se sont fait plaisir sur les insultes islamophobes, xénophobes, etc. Puis un peu sexistes en qu'à faire. Et moi je me dis soit en fait la situation continue à s'envenimer et là en fait tout le monde va prendre pour son grade et les exilés aussi, c'est pas le moment. Soit on va essayer de jouer un peu la diplomatie, de écoutez monsieur l'agent, qu'est-ce qui se passe, racontez-moi machin. Et il me dit écoutez là vous êtes à Paris. Et en fait, il y avait vraiment une ligne, mais imaginaire. C'était 2 pavés après, quoi. Et il me dit, il faut que vous alliez là. Et je dis, donc là, je suis à Pantin. Il me dit, oui, oui. Et en fait, je suis restée bouche bée. Je sais plus quoi dire. What the fuck, ouais. Je fais un pas et c'est bon. Là, il n'y a pas de problème. Ok, il me fait, oui, là, ça dépend plus de Paris, ça dépend de Pantin. Et nous, on n'a pas à interagir là-dessus. Oh my God, et ok. En fait, voilà. Et c'était simplement parce que c'est aussi ce pont-là, ce fameux pont, en fait, les abritait plus ou moins du vent et de la pluie. Et là, ils se retrouvaient à l'air libre. Donc, il y avait plus d'abri, en fait. Et c'était aussi un peu le but de les repousser là où ils pouvaient plus se protéger du froid, etc. Sachant qu'on était au mois de novembre, quelque chose comme ça, quoi. C'est dégueulasse. Voilà. Donc ça, c'est les conditions d'accueil. Wow. C'est vraiment dur ce que tu nous décris. Alors, il va bientôt être l'heure de clore. On a souvent on finit l'émission avec une dernière question. Déjà, on va te remercier énormément pour tous tes témoignages et surtout, on va te demander pour les gens qui sont qui ont aimé ce que tu as dit, qui sont intéressés pour voir ton travail, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram, j'ai pas d'autres réseaux. Je suis un peu à l'ancienne. Désolée. En fait, j'ai pas le temps. Et après, il y a 2-3 petits articles qui sont sortis sur un média indépendant qui s'appelle Les Répliques,
Ok. Où en fait à la base ils reprennent suite aux tweets des gouvernants, de ceux qu'on porte dans nos cœurs. Les internautes souvent répondent avec des grosses punchlines et ça permet aussi de mettre un peu l'actualité sous un autre angle en fait, mais qui est toujours tout aussi pertinent en fait, pour voir un peu le grotesque de certaines réplique de nos gouvernants. Voilà. Super. Il y a Pacha qui est dans le chat. Là, je vous entends plus. Il n'y aura plus de dernière question, c'est ça? Si, t'inquiète. Je raccroche, je rappelle. Je donne l'information, donc ceux qui souhaitent suivre les aventures photographiques, c'est à commercial VALIS parisienne, donc Vanité Parisienne, c'est ton Instagram. C'est ton Instagram principal, c'est ça? Yes. Et merci Pacha qui te soutient dans le chat, qui t'a envoyé plein de cœurs et tout. On a du coup la dernière question. On arrive à la dernière question. Donc, comme le nom de l'émission, CTRL-Z, quand on appuie sur le clavier d'un ordinateur, CTRL et Z, on arrive à effacer ou annuler quelque chose pour, on l'espère, mieux refaire. Si tu pouvais appuyer CTRL-Z sur quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Lego. Oh! Ouais. Parce que, en fait, quand on prend un peu de recul sur tout ce qui se passe, aussi bien sur l'histoire avec un grand H que ce qui se passe en ce moment, c'est souvent des questions d'ego démesuré au final. Ouais. Et voilà, et en fait, pour la petite anecdote encore, quand j'étais toute petite, j'avais adoré le livre de la jungle. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et mon père m'avait donné à lire le vrai livre de la jungle, qui est pas du tout, il y a pas de balou, hein. Ça se passe pas comme ça en vrai, c'est très violent. Yep. Et voilà, et Rudyard Kipling donc fait dire à Bagheera, la panthère, en petite leçon à Mowgli, enfin c'est pas une leçon, c'est plus une leçon de vie, on va dire. Prenez tout au sérieux à l'exception de vous-même. Et d'où l'ego, je pense que c'est quelque chose ça serait bien de le cancel. Yes. Nice. Ça arrangerait pas mal de choses. Voilà. Merci beaucoup Audrey. On va te laisser là. Merci à vous. Merci pour non seulement tes témoignages, mais aussi ce que tu fais. C'est extrêmement important d'avoir des personnes comme toi qui donnent des témoignages de la vraie réalité, de différents points de vue que souvent on ne voit pas ou on voit peu parce que, comme tu l'as très bien dit, c'est dangereux. C'est pas facile. Donc, merci énormément de faire ça et d'avoir accepté de nous parler. Non, mais merci à vous de m'avoir donné la parole. Et puis, un gros bibi à tous mes petits collègues que je croise assez régulièrement et à qui je donne beaucoup de force aussi parce qu'ils méritent aussi. Yes. Voilà. Merci Audrey. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Ciao, ciao. Ciao. Bye. C'était vraiment cool. Oui. Je suis vraiment désolé des petits problèmes. Je sais que t'es stressé avec la technique là. Non, c'est correct. C'est correct. Ça fait partie de la vie numérique. Ça fait partie du Twitch, ça fait partie de faire des choses comme ça à l'international, donc du coup c'est logique. Je pense qu'on remerciera jamais assez Audrey et aussi tous les invités qu'on a à chaque fois. Oh my gosh, on est tellement chanceux. Ces temps-ci, on a vraiment des trucs de ouf, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment. Puis les témoignages, ça aurait demandé une deuxième partie d'entrevue à mon avis, tu vois. On aurait eu beaucoup de choses à dire. On va s'arrêter là pour ce soir. On a fait une bonne émission, bien riche. Des bons intervenants, encore une fois, des bonnes news. Pour ceux qui sont intéressés, on est là tous les vendredis. Et on se retrouve, le replay de l'émission sera disponible sur YouTube. Et on a des petits extraits sous forme de Reel ou de Short sur Instagram ou sur YouTube. Et n'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir, à aller les regarder, à les liker, etc. Absolument. Ça permet de référencer. On va le rappeler encore une fois. Nous, notre objectif, c'est d'occuper l'espace avec autre chose que des conneries de réac et des trucs de droite de merde. Donc, du coup, on prend le temps d'essayer de faire ça. Si vous avez l'occasion de nous soutenir, pas forcément en partageant, mais en likant, en nous envoyant un petit mot gentil, ce genre de choses. Nous, c'est cool. Ou, nous en partager aussi des nouvelles que vous voyez passer, que vous aimeriez qu'on discute. On aime beaucoup en recevoir, on l'apprécie. Si jamais on n'a pas encore couvert des choses qu'on a reçues, c'est parce qu'on veut approfondir notre connaissance aussi, pour pas dire de la merde. Ce qui est important. Et évidemment, si vous avez des recommandations d'invités, Pacha, si jamais tu veux nous contacter sur Instagram pour qu'on se parle, ce serait cool. Puis, bien sûr, là, on est sur Twitch. Sur Twitch, si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez prendre de l'argent de Jeff Bezos parce que vous pouvez sponsor une chaîne Twitch
gratuitement. Ça vous dit que c'est seulement pendant 1 mois, mais vous pouvez le renouveler chaque mois gratuitement. Et cet argent est utilisé pour qu'on puisse payer Olga. Premièrement, c'est ça. Puis si jamais on arrive à faire assez, ça serait genre payer des petits trucs genre pour Internet. nous aider à continuer ce projet. Mais on fait ça parce qu'on aime ça et parce qu'on y croit. Et puis on travaille dessus, mais on lance un Patreon. Donc, ou si jamais vous voulez juste soutenir. Nous soutenir un pour le prix d'un peu plus, café. c'est ça, régulièrement. Mais on garde ça des prix très bas parce que, voilà, notre ego... Yes. Puis surtout qu'on n'a pas besoin de thunes. Non, mais c'est ça. On a plein de métiers, on a plein de trucs, on fait plein de trucs On à a côté. plein de métiers. Non, mais c'est l'air de rien. Hein. On survit malgré tout. On survit malgré tout, on n'a pas besoin de Voilà. l'argent des gens, juste pour pouvoir payer les gens dignement Exact. et proprement. On va remercier, comme d'habitude, la technique. On le fait pas assez souvent, le technicien secret. Oui. Gros cœur sur toi, le technicien secret, parce que c'est une fonction un peu ingrate d'être derrière comme ça, de devoir subir en plus ce qu'on dit. Et surtout quand on tarde, comme dans cette émission où on est encore long. On a un beau doigt d'honneur, c'est nice. Du coup, on aime. On se retrouve la semaine prochaine avec, on sait pas encore qui, Oui, au niveau des invités, mais moi j'aimerais bien que ce soit... Peu importe qui c'est, toutes les personnes à qui on parle en ce moment sont intéressantes, donc ça va bien se passer. Et puis, ce sera en fait probablement samedi qu'on se retrouve parce que moi j'ai 2 examens le vendredi pour bien s'amuser. Donc samedi, je vais vous retrouver, j'espère, contente d'avoir bien fait sur ces examens. Yes. Entre-temps, on vous souhaite Une bonne semaine. soirée, un bon vendredi, Yes. une bonne semaine en général. Ouais, chillez bien. Voilà. Merci. Merci. Bye. Bye les amis.